de la première année de master, enseignement primaire, éducation et formation, professorat des écoles. Cette année en biologie, nous traiterons des chapitres nutrition, puis circulation et ventilation, puis locomotion, et nous parlerons un petit peu de système nerveux et de rythme biologique. Nous partirons surtout de l'espèce humaine et traiterons quelques exemples dans le monde animal, surtout lorsqu'elle présente un intérêt parce qu'elle diffère du modèle humain. Nous parlerons également de tout ce qui a trait à l'hygiène et à la santé au fur et à mesure de ces chapitres. Les parties du programme scolaire non traitées, comme par exemple les 5 sens, seront distribuées sous forme de diapositives et éventuellement de textes, mais ne seront pas au programme de l'examen. Et la partie reproduction sera traitée en deuxième année. Avant de démarrer, quelques précisions sur les modalités de contrôle de connaissances. Donc l'UE M1 242 Sciences est évalué par 2 notes de contrôle continu et d'examen qui comptent pour 50% chacune. En termes de contenu, vous aurez donc 6 heures de cours magistraux selon la maquette qui seront toutes occupées par la biologie. Alors, puisque nous enseignons en distanciel encore ce semestre, je vous enverrai donc tous les fichiers, les cours, les PowerPoint des cours sous format visio, sous format film, donc en format PPTX ou bien en MP4. Et en général, les cours font moins d'1 heure. Donc sur le créneau de cours qui nous sera consacré, vous aurez 1 heure pour écouter le cours, l'enregistrement. Vous pouvez donc l'avoir même écouté avant. Mais sinon, à minima, il vous reste la première heure de cours. Et sur la deuxième heure de cours, je serai là, j'organiserai une visio pour répondre à vos questions. Donc, sur les 6 heures de cours magistraux, nous aurons 3 cours de 2 heures, un cours consacré à la nutrition, un cours consacré à la circulation et la ventilation pulmonaire et un cours consacré à la locomotion. Vous aurez ensuite 9 heures de TD, dont 6 heures seront consacrées à la biologie. Donc, on fera des exercices qui vous permettront de mieux comprendre le cours et qui seront du même type que ce qui vous sera demandé à l'examen de biologie. Sur ces 9 heures de TD, 3 heures seront consacrées à la physique par Monsieur Collin et seront complétées par 6 heures de TP en physique. Les notes que vous aurez obtenues en TP de physique et en contrôle continu de physique constitueront la note de contrôle continu, qui compte donc pour 50%. Et en biologie, vous ne serez évalué sur les 3 parties donc du programme de biologie que lors d'un examen final, dont la note compte pour 50%. D'où l'importance de travailler régulièrement, de préparer ses TD et de participer en TD pour pouvoir bien préparer l'examen. Je vous donnerai peut-être, probablement pendant le semestre, des petites séances d'entraînement sur la banque de questions sur Moodle. Avant le premier TD de biologie, je vais vous demander également de relever dans les programmes de maternelle et d'élémentaire tous les éléments relatifs au domaine des sciences du vivant pour que vous puissiez constater que lors des différents cours de biologie qui ont eu lieu cette année, nous avons quasiment couvert la totalité du programme. Donc, nous allons démarrer le premier chapitre qui porte sur la nutrition. Nutrition que nous avons déjà abordée au premier semestre à travers la démarche d'investigation. Donc la nutrition, c'est l'ensemble des mécanismes à la fois physiologiques, c'est-à-dire dans la totalité de l'organisme, mais aussi biochimiques au niveau des molécules, qui vont permettre d'apporter aux cellules les molécules nécessaires à leur fonctionnement. La nutrition comprend donc les chapitres digestion, mais aussi le système circulatoire et ventilatoire qui approvisionne également les cellules. Ce schéma récapitule la définition que je viens de vous donner et il récapitule tout ce que nous verrons dans les 2 prochains chapitres, chapitre digestion et chapitre circulation-ventilation. La nutrition, en fait, part de la digestion, c'est-à-dire des aliments qui sont consommés par l'animal vont être, au cours de la digestion, dégradés en molécules de plus petite taille que l'on appelle des nutriments.
Cela se fait au cours du trajet dans le système digestif et on retrouve les nutriments sous leur forme absorbable au niveau de l'intestin. On assiste donc à un deuxième processus qui est l'absorption et qui permet à ces petites molécules de passer de l'intérieur de l'intestin vers l'intérieur de l'organisme qui est le sang. Cela se fait à travers la paroi de l'intestin qui a des propriétés particulières que nous étudierons plus tard. Ces nutriments ensuite sont véhiculés vers les cellules qui en ont besoin grâce au système circulatoire. Dans ces cellules, ils seront utilisés par une réaction appelée la respiration cellulaire qui consiste à dégrader, à oxyder ces nutriments à l'aide d'oxygène pour les dégrader en H2O, en eau donc, et en dioxyde de carbone, CO2. Cette réaction permet de produire de l'énergie. L'énergie chimique de la cellule se trouve donc sous forme ATP. Cette énergie permet à la cellule de réaliser des mouvements, des transports, des synthèses. Nous voyons donc que cette réaction, appelée respiration cellulaire, nécessite de l'oxygène. Cet oxygène est donc approvisionné grâce au système ventilatoire qui permet de faire passer l'oxygène de l'air vers le sang au niveau des poumons, et puis l'oxygène du sang pulmonaire vers la cellule grâce au système circulatoire. De la même manière, les déchets de la respiration, comme le CO2 par exemple, sont évacués grâce au système circulatoire qui évacue le CO2 de la cellule vers le sang, puis vers les poumons, et le système ventilatoire qui refait passer ce dioxyde de carbone dans l'air. Donc, bien sûr, nous rentrerons dans le détail de toutes ces étapes au cours des prochaines diapositives. Donc il faut noter que ce que vous appelez habituellement la respiration, c'est en fait appelé par les physiologistes la ventilation. Faire rentrer et sortir de l'air de ses poumons, c'est ventiler. Ce que nous appelons la respiration, c'est une réaction chimique qui se produit dans les cellules et qui permet aux cellules, à partir des nutriments et de l'oxygène, de se produire de l'énergie. Cette respiration cellulaire libère des déchets qui seront également évacués par ventilation. Alors, avant de parler du processus de digestion lui-même, nous allons nous intéresser aux modes alimentaires, c'est-à-dire à ce que les animaux consomment. Les biologistes classent les êtres vivants en fonction de leur source d'énergie et de leur source de matière organique. La matière organique étant les molécules constituées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote principalement. Les animaux appartiennent à ce qu'on appelle des chimio-hétérotrophes. Ils sont chimiotrophes car ils tirent leur énergie de réactions chimiques, contrairement aux plantes par exemple qui sont phototrophes car elles tirent leur énergie de la lumière. Les animaux sont également hétérotrophes car ils doivent consommer de la matière organique provenant d'autres êtres vivants. Cela les situe donc après les phototrophes dans la chaîne alimentaire. On peut classer les animaux également en fonction de la nature de l'aliment consommé. On parle de carnivores ou de zoophages, qui peuvent également être insectivores s'ils mangent des insectes, piscivores s'ils consomment des poissons. Ce sont des animaux qui consomment exclusivement d'autres animaux. On parle de végétariens ou de phytophages lorsque ces animaux consomment exclusivement des végétaux, et on pourra distinguer à ce moment-là les herbivores qui consomment de l'herbe, les granivores qui consomment des graines, les frugivores qui consomment des fruits, et les nectarivores qui consomment le nectar des plantes. Il existe des animaux qui sont les deux, c'est-à-dire qui sont omnivores et qui parfois peuvent être nécrophages s'ils consomment des animaux qui sont morts. On parle de saprophages, dans le cas de la mouche par exemple, lorsque les animaux consomment de la matière organique en décomposition. Alors, à quoi sert-il de classer les animaux en fonction de leur mode alimentaire? Eh bien parce que ce que mangent les animaux vont déterminer
leur organisation et l'existence de structures particulières. Par exemple, pour repérer l'aliment, les organes de repérage des prédateurs qui consomment des animaux, d'autres êtres vivants, ne sont pas les mêmes que les organes de repérage des animaux qui consomment des plantes. De la même manière, pour prélever l'aliment, on va avoir des spécificités. Par exemple, la mouche qui, comme on l'a vu, est un saprophage et qui va aspirer les aliments, eh bien, va avoir ce qu'on appelle un labelle, alors que le moustique qui, lui, est un suceur-piqueur, c'est-à-dire qui doit absorber du liquide qui vient d'un autre être vivant, eh bien, il a des pièces buccales particulières qui lui permettent de transpercer l'enveloppe externe, la peau, des animaux qu'il va piquer. De la même manière, les carnivores vont posséder des dents, des griffes, la baleine qui va filtrer le plancton va posséder des fanons. Pour la digestion, c'est la même chose. Pour digérer l'aliment, eh bien, il y a des structures particulières, donc nous allons étudier bien sûr l'estomac, etc. Mais les animaux qui consomment beaucoup d'herbe, qui est constituée principalement de cellulose, eh bien, doivent développer des structures qui leur permettent de digérer cette cellulose. Et c'est pour cela qu'un certain nombre d'herbivores possèdent ce que l'on appelle un rumen. Donc nous verrons toutes ces structures dans la suite du cours. Il faut retenir aussi que les régimes alimentaires des animaux vont varier avec l'âge, avec le sexe, avec la saison, avec la zone géographique, le mode de vie et les besoins physiologiques de l'animal. Les différents animaux vont donc se répartir le long de ce que l'on appelle une chaîne alimentaire. Donc nous allons nous intéresser dans cette deuxième partie aux aliments qui sont consommés par les êtres humains et à l'aspect énergétique de ces aliments. Donc un aliment, c'est ce qui sert de nourriture à un être vivant, et nous avons vu que ces aliments allaient être transformés au cours de la digestion en nutriments, qui sont des substances simples, de plus petite taille, solubles et directement assimilables par l'organisme. Nous pourrons définir ce que l'on appelle les apports journaliers recommandés, les AJR, qui sont les doses d'aliments, les différents aliments recommandés pour satisfaire aux besoins d'un être vivant. Et donc nous nous intéresserons ici uniquement à l'homme. Les nutriments comprennent donc des molécules simples, par exemple les oses, qui sont les sucres les plus simples, les acides gras, qui sont les lipides, les graisses les plus simples, les acides aminés, qui sont les produits de dégradation des protéines, de l'eau, des sels minéraux, mais on peut considérer aussi que l'oxygène est un nutriment, et les vitamines également. Donc ces nutriments vont avoir trois types d'effets dans les cellules. Soit ils ont un rôle énergétique, ça va être le cas des sucres, des graisses et des protéines, donc des oses, des acides gras et des acides aminés. Lorsqu'ils ont un rôle énergétique, il faut en consommer de grandes quantités chaque jour, de l'ordre de plusieurs grammes, plusieurs centaines de grammes par kilo de poids corporel et par jour. D'autres molécules ont également un rôle structural, c'est-à-dire ils participent à la constitution de la structure de la cellule. C'est aussi le cas des acides aminés et des lipides. Il faut dans ce cas en consommer des quantités plus faibles, de l'ordre du milligramme par kilo de poids corporel et par jour, car ils doivent juste compenser les pertes quotidiennes, c'est-à-dire ce qui est le fruit de la dégradation de certaines cellules. Et enfin, tout ce qui est de nature coenzymes, vitamines, sels minéraux, eh bien ça participe au fonctionnement de la cellule et là il faut en consommer seulement de l'ordre du microgramme par kilo de poids corporel et par jour, seulement pour renouveler les très petites quantités qui sont perdues. Alors nous allons nous intéresser dans un premier temps aux aliments énergétiques. Les aliments énergétiques sont les protéines, les lipides et les glucides. Les protéines qui vont donc être dégradées en acides aminés, les lipides en acides gras et les glucides en ose. La quantité d'énergie nécessaire par jour pour un homme adulte, c'est 11 000 kJ, soit à peu près 2200 kilocalories. Ces molécules n'apportent pas la même quantité d'énergie. Vous voyez, d'après la première ligne du tableau, que les lipides, en fait, apportent pratiquement 2 fois plus d'énergie pour 1 gramme que les glucides et que les protéines.
En termes d'apport énergétique, ce sont les glucides qui apportent la moitié des apports journaliers recommandés en énergie. Il faut donc en consommer quotidiennement entre 380 et 390 grammes, sachant que 230 à 250 grammes doivent être apportés sous forme d'amidon, c'est-à-dire de glucides d'origine végétale, que l'on va trouver dans le pain, les pâtes, etc. Les lipides contribuent pour 30 à 35% de l'apport énergétique, mais comme ils sont très riches en énergie, en fait, ça ne représente que 40 à 60 grammes de lipides par jour, qui doivent être apportés pour les 2/3 sous forme d'origine végétale et seulement 1/3 de graisse animale. Les protéines surviennent plutôt dans le cas de carence énergétique, et elles sont importantes à consommer, mais plutôt pour leur rôle structural. Donc elles vont contribuer pour 12 à 15% de l'apport énergétique. Il en faut chaque jour autour de 80 grammes, moitié animal, moitié végétal. Ces molécules vont être dégradées par une réaction sur laquelle nous reviendrons plus tard, qui est donc la respiration cellulaire. La molécule, donc soit le glucose, soit les lipides, plus de l'oxygène, va nous donner différentes quantités de CO2, de l'eau et de l'énergie qui permettra à la cellule de fonctionner, et cette réaction va occasionner une libération de chaleur. Nous reviendrons dessus plus tard. Vous voyez sur ce tableau la teneur énergétique de quelques aliments. Donc vous voyez que par exemple les sources de graisse, beurre, mayonnaise, huile sont extrêmement énergétiques. De la même manière la charcuterie, tout ce qui est sucrerie, pâtisserie. Et puis vous avez à l'inverse dans le tableau les aliments les moins énergétiques qui sont les légumes verts et les fruits. Mais vous voyez qu'une pomme de terre ne représente pas une quantité d'énergie très importante dans la mesure où elle est cuite à l'eau et non frite dans de la graisse. Pour le premier TD, je vous demande d'apporter des étiquettes alimentaires car nous essayerons de réaliser des repas équilibrés sur une journée. Donc vous voyez d'après cette diapositive que les besoins énergétiques varient pour l'espèce humaine en fonction de différents critères. D'abord en fonction du sexe. Pour 2 personnes d'activité physique moyenne, une femme aura besoin de 2000 kcal par jour, alors qu'un homme a plutôt besoin de 2700 kcal. Bien évidemment, si l'activité physique est plus importante, eh bien, on va monter chez un homme jusqu'à 3000 kcal. Les besoins varient aussi en fonction de l'âge. Ils sont extrêmement importants au moment de l'adolescence, plus qu'à l'âge adulte. Ils sont un petit peu moins importants chez l'enfant. Et puis, chez les personnes âgées, par exemple, les besoins diminuent. Les besoins énergétiques sont un petit peu plus importants chez la femme pendant la grossesse et elles le sont beaucoup plus pendant l'allaitement. En plus de ces éléments énergétiques, nous avons besoin dans notre alimentation d'éléments appelés essentiels. Ils sont essentiels parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et doivent absolument lui être apportés. Il s'agit par exemple des acides aminés essentiels. Donc chez l'homme, il en existe 9. Des acides gras essentiels, il en existe 3. Acide arachidonique, acide linolénique, acide linoléique, qui sont indispensables à la fabrication d'un grand nombre de molécules, hormones ou molécules inflammatoires. Les acides aminés essentiels, eux, sont indispensables à la fabrication des protéines cellulaires. Il faut également apporter dans l'alimentation des minéraux, calcium, sodium, potassium, chlore et fer, ainsi que des oligoéléments, du fer, du cuivre, du zinc, de l'iode, appelés ainsi parce qu'il en faut une toute petite quantité nécessaire au fonctionnement des enzymes. Il faut également des vitamines, souvent indispensables au fonctionnement de nombreuses enzymes, vitamines hydrosolubles, vitamine B, vitamine C que l'on trouve dans les fruits et légumes frais, ou des vitamines liposolubles, vitamine A, D, E, K, que l'on va trouver notamment dans le beurre. Il faut également approvisionner 1,5 à 3 litres d'eau par jour. En classe, vous pouvez apporter toutes ces informations à vos élèves en parlant des 7 classes d'aliments. Tous ces aliments peuvent être regroupés en 7 classes, les fruits et légumes, les féculents, les produits laitiers, les viandes, poissons et œufs, les matières grasses, les produits sucrés
et les boissons, sachant qu'il est recommandé de consommer un aliment de chaque classe par repas et que l'on peut classer ces aliments en aliments énergétiques, par exemple pour tout ce qui est féculents, matières grasses, produits sucrés, en éléments bâtisseurs, comme les produits laitiers, les poissons, les viandes et les œufs, car ils sont riches en protéines, ou en aliments outils, c'est le cas des fruits et légumes ou des boissons, car ils contiennent des sels minéraux et des vitamines. Les nouveaux programmes de 2015 suggèrent de parler des micro-organismes utilisés dans l'agroalimentaire. En fait, ces micro-organismes sont utilisés dans des procédés appelés des fermentations. Alors, nous ne rentrerons pas ici dans le détail, mais sachez qu'il s'agit par exemple de la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est donc un champignon unicellulaire, qui va être utilisé pour fabriquer de la bière, du vin ou du pain, des bactéries de type Lactobacillus, qui vont servir à la fabrication des fromages, ou à la fermentation du chou dans la choucroute par exemple, sachant qu'on peut rajouter aussi pour le processus de fabrication des fromages un champignon de type Penicillium. Donc tout ça est au programme du cycle 3, mais toutes les observations microscopiques de ces micro-organismes, par contre, sont réservées à la classe de 6e. Il est possible également de parler au cours des cours en lien avec l'hygiène et la santé, de la préservation des aliments contre le développement microbien. Et donc, on peut parler de conservation des aliments, la conservation qui se fait entre moins 18 degrés, donc le congélateur, et plus 3 degrés, le frigidaire, qui permet de limiter la multiplication des micro-organismes, mais qui ne les détruit pas. Et puis, on peut parler du traitement des aliments, pasteurisation, c'est-à-dire élévation de la température à 70 degrés, qui permet à la fois de préserver les qualités nutritionnelles et de détruire certains micro-organismes, mais attention, ne permet pas de détruire les spores des champignons. Donc ça, c'est un processus qu'on utilise notamment pour le lait ou les jus de fruits. Et puis la stérilisation, c'est-à-dire le passage à plus de 120 degrés, qui permet une conservation quasi illimitée, donc c'est le cas des conserves, qui va détruire les bactéries et les spores des champignons, mais qui va détruire aussi une partie des qualités nutritionnelles des aliments. Donc vous voyez ici une observation microscopique de bactéries du yaourt, lactobacilles et streptocoques colorées au bleu de méthylène et observées au microscope optique, c'est-à-dire grossis 1000 fois. Vous voyez ici également une observation en microscopie optique grossie 1000 fois et colorée au bleu de méthylène d'une moisissure de type Penicillium, donc c'est-à-dire les moisissures que l'on trouve à la surface du fromage. Et vous avez ici un schéma d'une cellule de champignon, donc un champignon unicellulaire par exemple comme la levure Saccharomyces cerevisiae qui est utilisée pour faire du pain. La particularité sur laquelle j'attire votre attention, c'est que ce sont des cellules eucaryotes avec un noyau, mais ce ne sont pas des cellules végétales, elles ne sont pas vertes, elles n'ont pas de chloroplastes, elles ne savent pas faire la photosynthèse. Donc attention, un champignon, ça n'est pas une plante, c'est un eucaryote particulier. Donc nous allons nous intéresser dans cette troisième partie à l'anatomie du système digestif, plus particulièrement à l'anatomie du tube digestif chez l'humain, mais nous traiterons quelques exemples chez les animaux. Nous allons voir comment les aliments, tout d'abord, peuvent progresser dans le tube digestif par un mécanisme appelé péristaltisme. Et puis nous verrons comment les aliments peuvent être dégradés en nutriments, soit par des processus chimiques à l'aide de sucs qui contiennent notamment des enzymes, ou à l'aide de processus mécaniques. Et puis nous verrons comment ces nutriments de petite taille peuvent traverser la paroi intestinale pour se retrouver dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le sang, par un processus appelé absorption. Quelques définitions avant de pouvoir se comprendre dans la suite du cours. Qu'appelle-t-on un tissu? Un tissu, c'est un groupe de cellules différenciées, c'est-à-dire qu'elles ont une structure et une fonction particulière qui est la même. Elles sont liées entre elles. Elles sont dotées de propriétés similaires et participent à la même fonction. Par exemple, un épithélium, c'est un tissu qui sert de barrière. Un organe, c'est une structure qui va être composée de plusieurs tissus, mais tous ces tissus exercent la même fonction au sein d'un organisme.
Par exemple, l'estomac est constitué d'un tissu sécrétoire, d'un tissu musculaire, d'un tissu barrière, et l'ensemble de ces tissus permet de remplir la fonction de l'estomac. Plusieurs organes peuvent être reliés anatomiquement entre eux et participer à la même fonction. On parlera alors de l'appareil digestif pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. On parle de système lorsque les organes ne sont pas reliés anatomiquement. Par exemple, le système sanguin, les cellules ne se touchent pas, mais contribuent à la même fonction. Donc nous allons nous intéresser dans la partie suivante à l'anatomie de l'appareil digestif chez l'homme. Le tube digestif chez l'homme commence par la bouche. Les aliments vont être prélevés et vont être mastiqués pendant quelques minutes dans la bouche. Et puis, ils seront donc transformés dans ce qu'on appelle le bol alimentaire. Le bol alimentaire va ensuite descendre le long de l'œsophage pour parvenir dans l'estomac où il séjournera 2 heures. Alors ça peut être 2 à 4 heures si les aliments sont lourds et riches en lipides. Et puis, ils vont sortir de l'estomac sous forme de chyme. Ce chyme va passer dans l'intestin grêle où il séjournera à peu près 13 heures. Au cours du trajet dans l'intestin grêle, ce chyme va se transformer et va devenir le chyle. Il arrive au niveau du côlon où il séjournera 15 heures à nouveau et là se transformera en selles ou en fesses qui seront stockées dans le rectum dans un premier temps, puis évacuées. Vous voyez sur ce schéma que le tube digestif est donc constitué par un grand tube qui va de la bouche jusqu'à l'anus, qui comporte une lumière, c'est-à-dire un espace creux à l'intérieur. La lumière du tube digestif, c'est encore l'extérieur de l'organisme. Quand les aliments traversent le tube digestif, tant qu'ils sont à l'intérieur du tube digestif, ils sont à l'extérieur de l'organisme. Il existe un certain nombre de glandes qui sont connectées à ce tube digestif et qui permettent de déverser des sécrétions à l'intérieur. Au niveau de la bouche, vous voyez par exemple les glandes salivaires. Au niveau de l'intestin grêle, vous voyez le foie, la vésicule biliaire et le pancréas, qui sont reliés par un petit canal à la première partie de l'intestin grêle appelé le duodénum, et qui vont également déverser des sécrétions, des sucs, qui vont permettre la digestion. Ces glandes sont appelées des glandes annexes. Donc tout au long de ce cours, je vous proposerai quelques transpositions didactiques pour le cycle 3. Là, vous pouvez voir notamment qu'on peut utiliser des documents qui permettent de montrer qu'il y a une transformation des aliments dans le tube digestif du lapin. Donc dans la bouche, vous voyez qu'on a de l'herbe, et puis l'aspect de ce bol alimentaire va se transformer, c'est pour ça que son nom change, les aliments, le bol alimentaire qui arrive dans l'estomac, qui se retrouve transformé en chyme, puis en chyle dans l'intestin grêle, puis en fesses dans le cécum, et vous voyez qu'au niveau du gros intestin, vous avez déjà des petites crottes qui seront ensuite évacuées. Donc vous avez également en bas de la diapositive des ressources qui permettent de corréler ces différents aspects à la dissection du tube digestif de lapin, et donc aux différentes parties du lapin, avec différentes ressources pédagogiques aussi en lien dans le bas de la diapositive. Il est tout à fait possible avec les élèves d'étudier des radios des différentes parties du tube digestif chez l'humain aussi, pour pouvoir en observer la forme in situ et non pas sur un document A4 trop schématisé. Donc ici, par exemple, vous pouvez expliquer aux élèves que ce que l'on fait, c'est qu'on fait boire un liquide opaque au patient et ensuite on fait une radio. Et donc vous voyez sur la radio numéro 1 l'œsophage, sur la radio numéro 2 le côlon. Donc on voit ce gros tuyau très replié qui fait le tour de l'abdomen et qui est très large. Vous voyez dans la diapo numéro 3 l'estomac. On voit bien que l'estomac, ça fait une poche qui va se déverser dans l'intestin grêle. Et puis l'intestin grêle qui est petit, beaucoup plus long et plus replié que le côlon. Donc vous pouvez éventuellement demander aux élèves de remettre ces diapositives, ces radiographies dans l'ordre. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, certains animaux ont des particularités anatomiques. Par exemple, c'est le cas des oiseaux qui ne possèdent pas de dents
et qui du coup ont des estomacs supplémentaires. En plus de l'estomac, eh bien, les oiseaux vont posséder un jabot et un gésier, c'est-à-dire 3 poches qui vont successivement pouvoir broyer les graines qui sont consommées, de telle sorte à remplacer l'absence de dents. Le gésier est une structure particulièrement épaisse d'un point de vue musculaire, particulièrement puissante, qui permet d'écraser même des aliments relativement rigides comme les graines. Certains animaux consomment également des petits cailloux, de telle sorte à ce que les petits cailloux facilitent le broyage des graines. Les ruminants, quant à eux, consomment de la cellulose, qui est contenue en quantité très importante dans l'herbe. Or, aucun animal ne possède une enzyme capable de dégrader la cellulose en petites molécules de glucose. Par contre, certaines bactéries possèdent cette enzyme appelée cellulase. Et donc les ruminants ont développé un estomac à plusieurs poches, qui possède une poche antérieure appelée le rumen. Le rumen possède une flore bactérienne très riche en bactéries qui possèdent de la cellulase. Donc les ruminants vont manger l'herbe va passer dans le rumen, elle sera brassée et mélangée aux bactéries qui vont commencer à dégrader la cellulose. Afin d'améliorer le brassage, les aliments vont parfois être renvoyés dans la bouche, d'où l'expression ruminant. En fait, ils sont remastiqués pour être renvoyés à nouveau dans le rumen pour faciliter le brassage et l'action des bactéries. Lorsque cette étape-là a été réalisée longuement, les aliments vont passer ensuite dans le feuillet puis dans la caillette, qui sont les 2 estomacs postérieurs qui ressemblent davantage à l'estomac humain. Lorsque les aliments sont bien brassés au niveau de ces estomacs postérieurs, ils vont ensuite partir dans l'intestin grêle. Comme nous l'avons vu précédemment, la digestion consiste en une simplification moléculaire des aliments qui sont constitués de macromolécules en nutriments qui sont donc des molécules simples qui vont pouvoir être assimilées par l'organisme au niveau de l'intestin. Cette simplification moléculaire, comme nous allons le voir, est due à des actions chimiques par des enzymes ou de l'acide et à des actions mécaniques. Les nutriments sont donc ensuite absorbés au niveau de l'intestin grêle et vont rejoindre la circulation sanguine. C'est ce que nous allons voir maintenant. La digestion commence donc dans la bouche grâce à l'action des dents, de la langue et des glandes salivaires. Chez l'homme, il existe 2 dentitions successives, les dents de lait qui vont tomber pour laisser la place aux dents définitives, de façon à s'adapter à la croissance de la mâchoire. L'homme étant omnivore, il dispose de dents qui lui permettent à la fois de découper de la matière végétale ou d'arracher des morceaux plus rigides comme des morceaux de viande. Et il possède donc des incisives, des canines pour arracher et des molaires et des prémolaires pour broyer. Nous voyons qu'en fonction du mode alimentaire, la part des incisives va être plus ou moins importante. Les canines vont être très importantes chez les carnivores qui doivent attraper, tuer et découper la viande de leur proie. Chez les animaux herbivores qui vont écraser de l'herbe ou de la paille, etc., les prémolaires et les molaires sont très importantes. Chez les omnivores, évidemment, on aura une proportion équilibrée des différents types de dents. Donc ça peut être tout à fait transposé en cycle 2 et en cycle 3 pour travailler avec des radios, avec des squelettes, avec une sortie à la galerie de paléontologie pour comparer les différentes dentitions et les mettre en relation avec le mode alimentaire. Les glandes salivaires sont au nombre de 3, la glande parotide, la glande sublinguale et la glande sous-maxillaire. La sécrétion de salive par ces glandes va être stimulée soit par la présence des aliments dans la bouche, donc le contact avec le palais, le goût, ou alors par des stimuli de type odorat, des stimuli odorants. Tout ça va stimuler des nerfs sensoriels qui vont aller informer l'hypothalamus, qui lui-même va aller stimuler le centre salivaire, qui va déclencher la sécrétion de salive par les glandes salivaires. La salive permet la solubilisation des aliments en les lubrifiant, les imprégnant d'une solution aqueuse, et elle permet la digestion d'une molécule qui est présente en grande quantité dans les aliments, qui est l'amidon, grâce à la présence d'un enzyme appelé alpha-amylase.
La salive contient aussi des agents antimicrobiens qui vont préserver le corps des infections. Sur cette diapositive, vous voyez à gauche que nous produisons 1 à 2 litres de salive par jour qui est entièrement réavalée, que cette salive a un pH autour de la neutralité et qu'elle est donc composée essentiellement d'eau, de sels minéraux et d'une enzyme appelée l'amylase salivaire. Comme nous le montre ce schéma extrêmement simplifié, l'amidon est une molécule que nous consommons en grande quantité et qui est en fait un polymère de molécules plus simples qui sont les molécules de glucose. Ces molécules de glucose sont donc accrochées d'une part en des chaînes linéaires et puis ces chaînes linéaires se branchent les unes sur les autres pour former un polymère complexe. Eh bien, l'amylase va découper cette molécule entre les molécules de glucose pour libérer des molécules de taille de plus en plus petite jusqu'à libérer à la fin des molécules de maltose qui sont deux glucoses accrochés l'un à côté de l'autre. L'amidon étant la molécule que nous consommons en plus grosse quantité, il est important que sa digestion commence dès la bouche afin qu'elle soit vraiment terminée au niveau de l'intestin. En cycle 3, il est possible, dans le cadre de la démarche d'investigation, de mettre en évidence le rôle de la salive et de la mastication. Alors, on peut tout à fait mastiquer un bout de pain pendant quelques minutes. Alors attention, il faut bien prendre du pain de boulangerie et non pas du pain de mie industriel qui est déjà riche en glucose avant même de l'avoir mastiqué. Et on peut mettre en évidence d'abord un goût sucré dans la bouche, mais on peut également, à l'aide de bandelettes que l'on achète en pharmacie, tester la présence de glucose une fois que le pain a été mastiqué pendant quelques minutes. On peut faire ce test en fait en laissant le pain imprégné de salive dans un récipient et en attendant entre 0 et 2 heures, même si évidemment 2 heures n'est pas le temps que le pain reste dans la bouche. On peut tester aussi la disparition de l'amidon avec du Lugol, mais attention, tant qu'il reste du pain, il reste de l'amidon, et donc ce test sera toujours positif, même si du glucose est en train d'apparaître, il restera toujours des chaînes d'amidon qui n'ont pas encore été dégradées. On peut aussi s'affranchir de l'effet de la mastication en gardant juste les aliments dans la bouche ou en proposant un témoin qui a été écrasé à la fourchette dans du sérum physiologique mais sans salive. Il faut bien penser dans ces expériences à toujours mettre en place des témoins qui permettent de dissocier l'effet de la mastication et l'effet de la salive, et pour ça je vous renvoie à toutes les expériences menées dans le cadre des TD, démarches d'investigation. On peut observer les aliments avant et après mastication, ce qui va permettre de mettre en évidence l'action du suc gastrique par exemple. Et on peut mettre en évidence aussi l'effet antibactérien de la salive sur des cultures de bactéries. Lorsque la bouche a terminé son travail, elle va envoyer les aliments, le bol alimentaire, vers l'estomac, et ce passage se fait par l'œsophage grâce à un processus appelé la déglutition. Alors la langue, elle a joué dans la bouche son rôle d'imprégnation de la salive. Maintenant, elle va jouer un rôle pour pousser les aliments vers l'arrière de la bouche, vers l'œsophage. Et donc c'est ce que vous voyez sur la partie gauche du schéma, c'est la langue qui pousse le bol alimentaire vers l'arrière de la bouche. Au moment où le bol alimentaire arrive à l'arrière de la bouche, eh bien, le voile du palais vient se remonter. Alors le voile du palais, c'est la petite languette que vous voyez à l'arrière de la bouche. Eh bien, c'est un petit muscle qui va venir obstruer les voies nasales et donc qui va empêcher les aliments de remonter dans le nez. Par contre, il est ouvert pendant la mastication, ce qui permet aux molécules odorantes de remonter vers l'épithélium olfactif, et en fait c'est ça qui donne la saveur des aliments. Une grande partie de la saveur des aliments est due aux arômes qui montent dans le nez et qui donnent le parfum, le goût des aliments. Donc au moment de la déglutition, eh bien, il faut que ce chemin soit obstrué pour que les aliments ne remontent pas dans le nez. Et de la même manière, quand le bol alimentaire descend, c'est ce que vous voyez sur la troisième image, eh bien là on va bloquer aussi les voies d'accès aux poumons, donc les voies d'accès de la trachée grâce à l'épiglotte qui au moment où les aliments passent
obstrue ces voies d'accès pour éviter que les aliments ne descendent dans les poumons. Si ce processus ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle une fausse route. Ça va entraîner la toux pour évacuer les aliments qui seraient rentrés dans la trachée par erreur. Et donc, à partir de ce moment-là, l'œsophage va se contracter de haut en bas pour pousser les aliments du haut de l'œsophage vers l'estomac. Et donc, on appelle ça un péristaltisme. Un péristaltisme, c'est une contraction musculaire d'un tube circulaire, et cette contraction, en fait, elle se propage alors ici, du haut vers le bas, pour pousser les aliments vers l'estomac. On peut avoir un péristaltisme inversé lors d'un processus beaucoup plus rare, bien sûr, qui est le processus de vomissement. Vous pouvez tout à fait modéliser le processus de péristaltisme en montrant aux élèves, par exemple, comment faire descendre une balle de tennis dans un collant. Les aliments arrivent donc de l'œsophage vers l'estomac. L'estomac humain est constitué de plusieurs parties. Le cardia qui va recevoir les aliments qui viennent de l'œsophage. Ces aliments vont s'entasser dans la partie haute de l'estomac, donc qu'on appelle le fundus pour la partie la plus haute, et puis le corps pour la grosse poche. Ils vont être malaxés dans cette partie-là et mélangés avec le suc gastrique. Le suc gastrique étant produit par les cellules dont les noms sont soulignés en rouge, les cellules pariétales et les cellules chefs, qui produisent d'une part de l'acide HCl, acide chlorhydrique, et du pepsinogène, de la pepsine, qui est donc un enzyme qui dégrade les protéines. Les aliments vont rester 2 heures dans l'estomac, en moyenne, où ils vont être malaxés, et puis ils vont descendre dans l'antrome, et si la taille des aliments est suffisamment petite, eh bien, ils passeront à travers un rétrécissement de l'estomac appelé le pylore pour ensuite rejoindre le duodénum, qui est donc la partie antérieure de l'intestin grêle. C'est au XVIIIe siècle que Réaumur et puis Spallanzani, quelques années plus tard, ont montré que la digestion chimique dans l'estomac jouait un rôle important. À cette époque, en regardant la partie musculaire de l'estomac, le rôle mécanique de l'estomac ne laissait aucun doute, mais Réaumur et Spallanzani, en travaillant pour Réaumur chez les oiseaux et pour Spallanzani chez l'humain, ont montré que si on s'affranchissait de l'aspect mécanique, par exemple en mettant des aliments dans un petit tube de fer, qui les protégeait de l'écrasement par l'estomac, eh bien on voyait que le contenu du petit tube, alors pour Spallanzani il s'agissait de chair de veau qui avait été un peu cuite, eh bien on s'apercevait que cette chair de veau était digérée, était changée d'aspect et devenait de plus en plus friable. Eh bien, c'est ce qui a permis de montrer qu'il y avait aussi un phénomène de digestion chimique dans l'estomac. Alors l'estomac possède, de son point de vue structural, 2 parties très importantes. D'abord une partie musculaire très épaisse et qui va lui permettre un brassage puissant des aliments pour écraser le bol alimentaire. Mais le revêtement de l'estomac, le revêtement interne de l'estomac, est dû à une structure qu'on appelle un épithélium gastrique. Eh bien, cette structure-là est une structure qui contient des glandes, les glandes gastriques, qui sont impliquées dans la sécrétion d'acide chlorhydrique par les cellules pariétales ou d'enzymes qui sont des protéases qui vont couper les protéines qu'on appelle les cellules C. Le mélange de l'acide et des enzymes produit donc ce qu'on appelle le suc gastrique. Bien évidemment, pour que l'estomac se protège lui-même de l'action de l'acide et des enzymes, eh bien, il produit ce qu'on appelle un mucus, c'est-à-dire une sorte de revêtement qui le protège lui-même contre l'action de l'acide et des enzymes, et ça se fait grâce aux cellules à mucus qui forment donc un tapis protecteur de la paroi gastrique. De la même manière que nous avons travaillé sur le rôle de la salive dans la digestion de l'amidon, en cycle 3, dans le cadre de la démarche d'investigation, on peut travailler d'abord sur les textes des expériences historiques de Réaumur et Spallanzani, mais on peut également travailler sur la digestion d'un morceau de pain, d'un morceau de viande ou du blanc d'œuf.
on peut travailler sur l'action du suc gastrique sur cet aliment, et donc ce qui va mimer le mieux le suc gastrique qui a un pH extrêmement bas, c'est le Coca-Cola ou le citron. Il faudra pour ça s'équiper de papier pH pour vérifier que ce qu'on utilise a un pH comparable à celui du suc gastrique. Il faudra donc se placer à 37 degrés et donc vérifier la dégradation de l'aliment en question au bout d'une heure après action donc, de cet acide, de l'acide utilisé, et ne pas oublier de faire bien sûr un témoin dans lequel on ne rajoute que de l'eau par exemple. Alors comme nous l'avons vu, l'estomac a donc une action à la fois chimique que nous avons vu précédemment et aussi une action mécanique. Cette action mécanique est représentée sur la partie droite de la diapositive. On voit en fait que grâce à ces couches de cellules musculaires, eh bien, les aliments vont subir un brassage puissant, donc entre 2 et 4 heures en fonction de la qualité de la mastication et de la richesse des aliments. Dans la partie haute de l'estomac, les aliments sont broyés par des contractions circulaires pendant 2 heures. Lorsque ces aliments sont de taille relativement petite, ils vont descendre dans la partie basse de l'estomac, et cette partie basse subit une contraction et un péristaltisme local qui va pousser les aliments vers l'intestin. Si les aliments sont suffisamment petits, ils vont passer à travers le pylore vers l'intestin. Si leur digestion est insuffisante et qu'ils sont encore trop gros, eh bien ils vont être renvoyés vers la partie haute de l'estomac pour être à nouveau broyés jusqu'à ce que leur passage par le pylore soit possible. Ceci peut tout à fait être modélisé en classe à l'aide d'une poche à douille dans laquelle on va mettre éventuellement du pain ou n'importe quel aliment qui peut reproduire le contenu de l'estomac. On peut brasser l'aliment de façon mécanique dans la poche à douille jusqu'à ce qu'il soit de taille suffisamment petite pour pouvoir sortir par la douille. Donc, le contenu de l'estomac est appelé le chyme. Lorsque la digestion dans l'estomac est terminée, le contenu est filtré par le pylore et arrive dans l'intestin grêle. L'intestin grêle est donc un long tuyau qui va permettre de terminer la digestion des aliments en nutriments, donc le chyme se transformera en chyle, et puis les nutriments vont ensuite pouvoir passer dans le sang, être donc absorbés. L'intestin est un tuyau relativement étroit, mais de longueur égale à peu près à 6 mètres chez l'adulte. Il est bien sûr replié sur lui-même et puis possède une grande tonicité du fait de nombreux muscles qui se trouvent dans sa paroi. Alors, l'intestin grêle va être d'une part capable lui-même de sécréter des enzymes pour compléter la digestion des aliments en nutriments. Il va également recevoir les sécrétions du foie qui produit la bile qui va être stockée dans la vésicule biliaire, puis au moment de la digestion, le contenu de la vésicule va être déversé dans la première partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Et puis, le pancréas lui-même déverse à travers le canal pancréatique également des enzymes dans le contenu du duodénum. Alors, toutes les enzymes et sécrétions qui vont être déversées dans l'intestin vous permettent de finaliser la digestion des macromolécules en petites molécules. Le pancréas, par exemple, en produisant le suc pancréatique, va permettre 2 choses. D'abord, il va permettre de neutraliser le pH très acide du chyme qui provient de l'estomac, qui était donc à pH 2 à cause de l'acide chlorhydrique. Eh bien, ça, c'est problématique pour l'action des enzymes, donc il faut faire remonter ce pH à pH 7, et donc ça, c'est dû à une production de bicarbonate, HCO3-, par le pancréas. Donc les enzymes intestinales vont pouvoir agir maintenant de façon efficace à pH 7. Ces enzymes sont produites principalement par le pancréas. Ce sont des peptidases qui dégradent les protéines, des glucidases qui terminent l'action de l'amylase sur les glucides, des lipases qui vont dégrader les lipides et des nucléases qui vont dégrader les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN ou l'ARN. L'intestin grêle produit lui aussi un mucus qui permet de neutraliser le pH et produit des enzymes qui vont terminer la dégradation des peptides, des protéines, des lipides et des glucides.
Le foie, en produisant la bile, lui va permettre de faciliter l'action de ces enzymes et notamment des lipases parce qu'il produit des phospholipides et des sels biliaires qui vont faciliter, comme nous allons le voir par la suite, l'action des lipases. Nous allons voir maintenant comment la bile agit pour faciliter l'action de la lipase pancréatique. Imaginons un repas riche en lipides, en graisse, et bien de la même manière que la gouttelette d'huile à la surface de la casserole d'eau pour les pâtes, et bien les gouttelettes de lipides vont se regrouper en une grosse goutte d'huile dans la lumière du tube digestif. Sachant que la lipase est soluble dans l'eau, cette lipase se trouve donc dans la phase aqueuse et ne pourra accéder qu'à l'extérieur de la grosse goutte d'huile, donc ne pourra pas accéder à l'intérieur de cette goutte d'huile où se trouve la majorité des lipides. Que font les sels biliaires? Les sels biliaires en fait possèdent une partie hydrophobe, c'est-à-dire une partie qui va aimer interagir avec l'huile, et une petite tête polaire qui va être très hydrophile et qui va aimer se trouver en contact avec l'eau. Donc les sels biliaires vont s'organiser autour de petites gouttelettes d'huile avec leur queue hydrophobe dans la gouttelette et leur tête hydrophile vers l'extérieur, et ça va stabiliser des petites gouttelettes d'huile à l'intérieur d'une solution aqueuse. Ça va donc stabiliser les petites gouttelettes et démultiplier la surface de lipides accessibles via la phase aqueuse à la lipase pancréatique. Ça va donc faciliter la digestion des lipides par la lipase. Vous connaissez ce processus, c'est ce qui se passe quand on fait de la vinaigrette. Dans la vinaigrette, si vous mélangez l'huile qui est hydrophobe et le vinaigre qui est aqueux, eh bien très rapidement les deux vont se séparer et l'huile va se mettre au-dessus du vinaigre. Mais si vous mettez une cuillère de moutarde qui correspond en fait à la même action que les sels biliaires, eh bien la moutarde va faire une émulsion, c'est-à-dire va stabiliser des petites gouttelettes d'huile dans la phase aqueuse en s'organisant autour des petites gouttes d'huile de la même manière que les sels biliaires. Donc ça peut être aussi une manière de modéliser l'action de la bile en classe. Le savon peut tout à fait aussi jouer ce rôle d'émulsifiant et vous pouvez du coup modéliser ça en cycle 3 en mélangeant de l'huile et de l'eau. Eh bien son savon, si on attend quelques secondes, on s'aperçoit que très vite les deux phases d'huile et d'eau se séparent, alors qu'avec savon, eh bien lorsqu'on a agité et fait des petites bulles d'huile, des petites gouttes d'huile dans l'eau, eh bien elles sont stabilisées par le savon et donc on va avoir une émulsion. L'intestin va posséder différents types de mouvements, 4 types de mouvements qui vont chacun avoir un rôle différent dans la digestion. Le premier mouvement, c'est un mouvement que vous voyez sur la gauche qui est tout à fait comparable à ce qui se passe dans l'œsophage. C'est un mouvement de péristaltisme. C'est donc une contraction haute de l'intestin qui va se propager vers le bas et qui va pousser le chyle vers la sortie. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement de segmentation qui va jouer un rôle dans le brassage et donc favoriser l'accès du chyle aux enzymes. Et donc c'est un mouvement de segmentation, c'est-à-dire des contractions, mais qui se font aléatoirement tout au long de l'intestin. Le troisième mouvement favorise aussi l'imprégnation du chyle par les sucs intestinaux. C'est un mouvement pendulaire, c'est-à-dire un mouvement de balancement. Ce sont donc des contractions non pas circulaires, mais des contractions longitudinales d'un côté ou de l'autre de l'intestin, qui va entraîner un balancement et donc va permettre de mieux mélanger les sucs avec le chyle. Le dernier mouvement que vous connaissez bien, c'est ce fameux mouvement qui provoque des gargouillis. Ça s'appelle des complexes moteurs migrants. C'est un péristaltisme très puissant qui se produit lorsque l'intestin est vide et qui a pour but de le nettoyer, de le vider totalement entre deux cycles de digestion. Donc cette diapositive un peu complexe vous résume toutes les procédés de digestion, aussi bien chimiques que mécaniques. Donc la partie mécanique est décrite sur la droite de la diapositive au niveau des différents organes de l'intestin. Donc vous voyez que la partie droite de la diapo vous rappelle ce qui se passe au niveau de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, l'intestin. Et vous voyez dans la partie centrale de la diapo ce qui se passe en termes de digestion chimique cette fois,
des différentes macromolécules. Et donc vous voyez au niveau de la salive, du suc gastrique, du pancréas ou du suc intestinal, comment sont dégradées les différentes molécules, avec rappel du nom des principales enzymes qui dégradent les glucides, les protéines, les acides nucléiques et les lipides. Donc je vous demande de prendre le temps de regarder attentivement cette diapositive. Donc, cette diapositive vous montre maintenant l'anatomie de la paroi intestinale. Cette paroi intestinale comporte donc des muscles qui sont importants dans le péristaltisme, comme nous l'avons vu précédemment. Mais dans la partie haute, eh bien, vous voyez ce qu'on appelle la muqueuse intestinale qui fait des replis. Et cette muqueuse intestinale, elle est également richement vascularisée. Et donc ça va jouer un rôle dans le processus que nous allons voir maintenant, qui est l'absorption intestinale. La paroi de l'intestin grêle présente une anatomie tout à fait particulière. Alors d'abord, si vous regardez l'image de gauche, la photo de l'intestin que vous pouvez retrouver sur internet dans différentes vidéos de dissection du lapin, on voit qu'elle est très richement vascularisée. On voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Et si vous regardez l'image de droite, qui est une image obtenue au microscope électronique, on voit au microscope, pardon, pas au microscope électronique, on voit qu'il y a de nombreux replis dans cette paroi, et ces replis sont appelés des villosités. Si on regarde à la surface des cellules, on verra des replis dans la membrane plasmique des différentes cellules qu'on appelle des microvillosités. Et bien tout ça va permettre une importante surface d'échange. Et plus la surface d'échange va être importante, plus les échanges vont être rapides. Et vous pouvez tout à fait modéliser cela en cycle 3, par exemple, avec un filtre à café et de l'eau. Et vous pouvez tester cela avec du café en grains, du café moulu, ou du café soluble, et là vous allez voir que plus le café va être réduit en particules fines, donc ce qui modélise la transformation des aliments en nutriments, et bien plus il va passer rapidement de l'autre côté du filtre. Ce qui restera dans le filtre modélisera ce qui sera éliminé par le côlon, c'est-à-dire les déchets. Alors, il y a un cas particulier pour l'absorption intestinale, c'est celle des lipides. Les lipides, en effet, n'étant pas solubles dans l'eau, ne vont pas pouvoir passer dans le sang. Ils vont passer d'abord dans le système lymphatique, c'est ce que vous voyez ici en bas de la diapositive, et puis ils vont au niveau du canal thoracique, au niveau du cœur, ensuite rejoindre la circulation sanguine, et ils pourront être stockés dans le foie pour être réutilisés plus tard. Le foie va jouer un rôle essentiel dans la digestion, puisque vous voyez qu'il se situe juste en aval de l'intestin, dans le système circulatoire, grâce à la veine porte hépatique. Donc nous reverrons cette organisation anatomique plus tard, mais dès que vous absorbez quelque chose, eh bien, cela passe d'abord par le foie avant d'être renvoyé dans la circulation sanguine générale. Ce qui fait que quand vous consommez quelque chose de bon, il va être stocké dans le foie. C'est le cas par exemple du glucose qui va être stocké sous forme de glycogène pour être redistribué lorsque vous n'avez pas mangé depuis quelques heures. Et par contre, quand vous consommez des substances toxiques, de l'alcool, des médicaments, eh bien ils vont être détoxifiés dans le foie avant d'être réenvoyés dans la circulation générale, ce qui limite en fait la toxicité de ces molécules. Par contre, on comprend bien que le foie du coup est très sensible à tout ce que vous consommez, puisque c'est lui qui va être en première ligne pour recevoir ces molécules. Donc nous avons vu précédemment qu'au cours de leur trajet, les aliments sont dégradés en petites molécules, des nutriments. La dégradation est terminée au niveau de l'intestin grêle. Les petites molécules vont traverser la paroi de l'intestin grêle pour aller dans le sang ou dans la lymphe, puis rejoindre la circulation générale pour être utilisées par le reste de l'organisme. Ce qui n'a pas été absorbé va continuer son trajet dans le tube digestif et se retrouver dans le côlon. Dans le côlon, il y a différents processus qui vont se réaliser. D'abord, l'absorption de la dernière molécule, c'est l'eau. L'eau passe en dernier, puisque si elle était absorbée avant, les molécules ne progresseraient pas facilement dans le tube digestif. Donc d'abord, on absorbe tout, et puis l'eau qui reste va être absorbée au niveau du côlon. Ce qui va faire en sorte que ce qui reste dans le côlon, qu'on appelle maintenant des fécès, eh bien, sont déshydratés. Au niveau du côlon,
La flore bactérienne est également très importante et elle va réaliser un certain nombre de transformations, notamment par exemple l'hydrolyse de certains résidus comme la cellulose qui peuvent donner la production de certains gaz, du méthane, qui va être ensuite évacué. Et puis c'est le rectum qui va évacuer les fécès par un processus qu'on appelle la défécation. Alors chez l'homme, la cellulose n'est pas dégradée. C'est pour ça qu'on vous demande de consommer des fibres, parce que les fibres sont en fait issues de la cellulose que l'on trouve dans la paroi des végétaux. Donc quand vous mangez de la salade, des haricots verts, etc., c'est riche en cellulose. Comme ça n'est pas dégradé, c'est quelque chose qui reste toujours dans la lumière du tube digestif, qui va donner du poids à ce qui reste et donc va stimuler la paroi du tube digestif et donc faciliter ce qu'on appelle le transit, c'est-à-dire la progression des déchets et leur évacuation. Certains animaux, eux par contre, ont développé des stratégies pour utiliser cette cellulose et notamment ceux dont la cellulose est le principal aliment, c'est-à-dire les herbivores. Donc chez les ruminants, les vaches, les chameaux, etc., il y a présence dans le rumen de bactéries cellulolytiques, nous l'avons vu précédemment. Donc ces bactéries capables d'hydrolyser la cellulose vont la dégrader, donc par des processus de fermentation qui vont produire des gaz. C'est pour ça que ces animaux rotent beaucoup. Ils évacuent le gaz par voie haute et puis vont remastiquer les aliments pour faciliter l'accès des bactéries à la cellulose. Mais la cellulose sera dégradée en glucose qui ensuite pourra être utilisée. Les lapins ont développé une autre stratégie du fait que leurs bactéries cellulolytiques ne sont pas présentes dans l'estomac mais dans le côlon, c'est-à-dire après l'intestin qui lui absorbe. Donc lorsque les résidus alimentaires arrivent dans le côlon des lapins, ils vont être dégradés par les bactéries cellulolytiques et puis éliminés sous forme de crottes. Eh bien, le lapin va réingurgiter les crottes de telle sorte qu'au deuxième tour, eh bien, la cellulose qui a été hydrolysée en glucose pourra être utilisée par le lapin. C'est pour ça qu'on va trouver dans l'estomac du lapin, c'est la petite figure que vous voyez à droite, un certain nombre de crottes qui en fait permettront au lapin de réutiliser la cellulose dégradée. Alors cette diapositive en fait vous montre que la matière organique issue des êtres vivants, donc ça peut être à la fois des déchets organiques issus de la digestion des animaux, mais ça peut être aussi issu de la dégradation de certains végétaux, par exemple la dégradation des feuilles dans le sol, et bien ça vous montre en fait les liens de chaîne alimentaire entre les différentes espèces, donc ça peut être des champignons, ça peut être des insectes, ça peut être des bactéries, ça peut être des organismes de petite taille, et bien tout ça en fait va contribuer de façon collective à la dégradation de la matière organique dans le sol. C'est ce qu'on appelle les décomposeurs ou les saprophytes. Alors nous pouvons parler en lien avec ce chapitre digestion de façon transversale d'hygiène et santé. Alors par rapport à la digestion, d'abord il faut connaître un certain nombre de définitions, notamment la définition de la faim. La faim, c'est la prise de conscience du besoin de manger. Attention, besoin, ça n'est pas envie de manger. C'est besoin physiologique, besoin du corps de manger. Ça peut être accompagné de salivation, d'un comportement de recherche de nourriture. C'est à distinguer donc de l'appétit. L'appétit, c'est le désir de manger. Ça n'est pas forcément un besoin physiologique. Il suffit parfois de sentir une bonne odeur, d'avoir une petite contrariété, une émotion, et on va accompagner ça d'une envie de manger, en général du sucre ou du gras. Et donc c'est un comportement qui est acquis, ça n'est plus un phénomène physiologique. Et donc à l'inverse, on a un processus de satiété, c'est-à-dire une absence de faim, une absence de désir de poursuivre le repas. C'est accompagné en général par une sensation de plénitude qui est liée à des productions hormonales. C'est donc un manque de besoins physiologiques. Les besoins du corps ont été satisfaits et donc on se retrouve dans un état de satiété. Donc il est très important avec les élèves de distinguer la notion de désir de la notion de besoin et donc de leur apprendre à écouter leurs besoins. J'ai faim, il faut que je mange, je n'ai plus faim, je peux arrêter de manger. Alors cet équilibre entre la sensation de faim et la sensation de satiété, il est dû à des productions hormonales qui se trouvent au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, vous voyez, c'est une région très centrale du cerveau. Et dans cette région, il y a production soit de petites molécules qu'on appelle des molécules anorexigènes, c'est-à-dire qui coupent la faim,
ou des molécules qui sont orexigènes, c'est-à-dire qui donnent une sensation de faim. La production de l'une ou l'autre de ces familles de peptides est liée à différents stimuli. D'abord, ça peut être des stimuli physiologiques périphériques. Par exemple, la glycémie. Si on a un taux de glucose dans le sang élevé, en général, on va produire des peptides anorexigènes qui nous donneront une sensation de satiété. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter, par exemple, de manger des choses sucrées avant le repas. C'est aussi pour ça qu'il faut éviter de boire de l'eau, parce que la distension gastrique, donc si on boit une grande quantité d'eau, on va distendre la paroi de l'estomac, et bien la distension gastrique va aussi entraîner la production de peptides anorexigènes, puisque ça laisse penser à l'estomac qu'il est plein et donc qu'il ne peut plus accueillir de nourriture, alors que l'eau va passer très vite. Et puis un certain nombre d'hormones et d'enzymes digestives aussi, lorsqu'elles sont produites, ça veut dire que le corps vient de manger, donc vont produire cette sensation de satiété, qui en général associe à une sensation de plénitude. Le tissu adipeux produit lui aussi des hormones, et notamment la leptine, qui va être produite beaucoup pendant le sommeil, et qui va donner cette production de peptides anorexigènes et cette sensation de satiété. Donc la leptine est produite pendant le sommeil, c'est pour ça que chez l'enfant, la quantité de sommeil, même chez l'adulte, est très importante, et qu'on peut souvent faire la corrélation entre un déficit de sommeil et de l'obésité. Et vous voyez là sur la petite photo avec les souris que chez des souris chez qui on a inactivé le gène de la leptine, donc elles ne produisent plus de leptine, et bien elles sont obèses. Donc normalement, l'organisme possède une régulation interne. J'ai du tissu adipeux, donc j'ai stocké de la graisse, donc il est inutile que je mange beaucoup plus, et donc j'ai une sensation de satiété. Bien sûr, des stimuli externes peuvent aussi, au contraire, favoriser la production de peptides orexigènes. Si je vois un beau gâteau au chocolat ou que je sens une bonne odeur, eh bien, cela peut déclencher la production de peptides orexigènes et donc déclencher la faim. Et enfin, vous le savez très bien, mais les stimuli centraux, les émotions, tomber amoureux, être stressé, peuvent aussi, chez certains, perturber cette balance satiété et faim, pas dans le même sens chez tout le monde. Chez certains, ça va déclencher le fait de couper la faim, et chez d'autres, au contraire, augmenter l'envie de manger. Donc tous ces éléments sont des éléments à prendre en compte dans l'équilibre, la compréhension de l'équilibre faim-satiété. Donc évidemment, dans certains cas, on peut assister à des déséquilibres alimentaires. On va parler d'hypophagie lorsque la nourriture fournie à la personne est insuffisante. Ça va provoquer, dans certains cas, des carences généralisées qui vont produire l'amaigrissement, qu'on appelle aussi en biologie la cachexie. Ça, c'est quand on ne fournit pas assez de calories chaque jour à l'individu, quand on ne répond pas à ses apports journaliers recommandés. Et dans certains cas, on peut avoir des carences spécifiques. Par exemple, si on ne consomme pas assez de fruits et légumes frais, on va avoir des carences en vitamine C qui vont provoquer le scorbut, ou certaines pathologies que l'on voit dans certains endroits d'Afrique où les gens se nourrissent essentiellement de farine de maïs par exemple, eh bien on va avoir une carence dans certains acides aminés qui va déclencher une pathologie qu'on appelle le kwashiorkor. Alors ces carences spécifiques sont aujourd'hui plus rares ou plus localisées géographiquement. On assiste éventuellement à certains cas de carence généralisée chez des individus qui ne mangent pas assez. On va avoir à l'inverse dans nos sociétés plutôt des problèmes d'hyperphagie, c'est-à-dire d'excès de nourriture, en particulier les graisses et les sucres qui vont provoquer surpoids puis obésité. L'obésité, c'est une augmentation du poids corporel au-delà des limites requises par votre corps, par les muscles et le squelette, et donc ça va résulter par une accumulation de graisse. Alors, on peut calculer son IMC, son indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré, et donc ce qui rentre dans la normalité, c'est un indice de masse corporelle entre 19 et 25. Au-delà, on est dans une obésité plus ou moins sévère. Donc le risque évidemment de l'obésité, ce sont les maladies cardiovasculaires et le diabète.
Mais chez l'enfant, ce risque aussi de déséquilibre alimentaire, ce sont les caries dentaires. Donc vous trouverez dans le Polyte-TD un exercice qui peut permettre de travailler les caries dentaires avec vos élèves. La consommation excessive d'alcool va aussi être considérée comme un déséquilibre alimentaire et va entraîner des pathologies du foie, puisqu'on a dit que le foie était en première ligne quand on consomme des molécules toxiques, des troubles cardiovasculaires, des troubles psychiques et des cancers. Donc bien évidemment, tous ces déséquilibres alimentaires sont à présenter de façon hiérarchisée en classe, hein, bien évidemment que elles ne sont pas à travailler comme ça directement. Donc en résumé, hein, vous pouvez travailler aussi avec vos élèves sur la bonne hygiène alimentaire. Donc on a vu avec la pyramide des aliments qu'il fallait consommer un aliment de chaque groupe à chaque repas avec des quantités variables en fonction de l'aliment. Ne pas sauter de repas, consommer 5 à 10 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers par jour, limiter la consommation d'alcool bien évidemment chez les adultes puisque les enfants ne sont pas concernés, manger lentement en mastiquant bien, et là on a vu que ça allait permettre évidemment de mieux permettre aux enzymes d'accéder aux molécules, d'ajuster sa consommation énergétique à ses besoins, donc d'abord on peut regarder avec les tables, mais aussi écouter ses sensations de faim et de satiété. Faire attention au cadre du repas, hein, puisque le stress peut provoquer chez certains une hyperphagie ou une hypophagie, et bien il faut faire en sorte que le cadre du repas soit un cadre agréable et ne soit absolument pas un endroit stressant. Donc ça n'est pas au moment du repas qu'il faut aborder les sujets qui divisent. Évidemment, éviter de grignoter entre les repas. Nous verrons aussi en TD un exercice sur le grignotage et l'insuline. Éviter la consommation de sucre rapide en grande quantité ou de graisse, limiter la consommation de sel et évidemment se laver les dents après chaque repas. Enfin, nous avons vu avec la leptine qu'il était important de respecter son rythme du sommeil pour une meilleure régulation de l'équilibre énergétique et alimentaire. Alors cette diapositive est un petit peu à part, hein, c'est parce que maintenant, depuis 2015, est apparue au programme la notion de microbes, micro-organismes. Donc on a vu en quoi ils pouvaient être liés à l'industrie agroalimentaire, mais cette diapo vous permet de revoir ce que c'est que la définition d'un micro-organisme, qui peuvent être soit des bactéries, soit des virus, soit des protozoaires ou des champignons. Et donc si vous avez besoin de revoir ce que sont ces différents organismes, eh bien vous pouvez vous référer à cette diapositive. Enfin, cette diapositive vous propose quelques sites, bien sûr ça n'est pas exhaustif, de ressources pédagogiques en lien avec le sujet.